Bonsoir, merci, Monsieur le Prêtre, pour l'introduction. Je vais prendre un peu de micropolluant. Il y a beaucoup de liens entre votre verre d'eau et le micropolluant. Je vais partager ma passion pour... Je peux rien faire. Oui, ça fonctionne. Je vais partager ma passion pour les micropolluants, pour la qualité de l'eau. Et je vois qu'il y a quand même pas mal d'intérêt ce soir pour les micropolluants. Et je vais essayer de vous convaincre à la fin de ma présentation qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Cette présentation a été préparée avec ma postdoc Ludwig Clouseau, là, dans le noir. Une postdoc qui travaille avec moi dans mon équipe de recherche qui travaille sur les micropolluants. On essaie de développer ça parce qu'on croit que c'est vraiment pertinent de travailler en détail sur les différents aspects. Ce travail se fait aussi dans le cadre de la chaire de recherche du Canada que j'ai obtenue il y a quelques années. Ça m'a fait le plaisir de venir ici, de la Belgique. Il y a 5 ans maintenant qu'on est arrivé et on s'amuse très bien à Québec. Si je regarde dans mes souvenirs du Canada, la première chose que je me souviens, c'est les Jeux olympiques de Montréal en 1976. 1972 à Munich, j'étais trop jeune pour vraiment profiter, mais en 1976, c'était le cas parce qu'il y avait un Belge, Ivo Van Damme, qui a gagné 2 médailles argent. Mais on était quand même très content parce que ça a pris 32 ans avant qu'on a de nouveau eu des gagnants de médailles. Ivo Van Damme est mort quelques mois après. Il avait une brillante carrière devant lui. Et donc ça fait une icône pour nous, les Belges, en athlétisme. Et donc, le stade olympique, c'est clair que ça est resté dans ma mémoire. Et le lien avec ce que je vais parler aujourd'hui, c'est clair parce que je vais vous introduire le concept des micropolluants avec le stade olympique. Si on remplit le stade olympique avec de l'eau et on y met un morceau de sucre, on dissout un morceau de sucre ou, comme ici, un sachet de sucre, ça va donner une concentration de sucre dans tout ce volume-là, qui est typique pour les micropolluants. Des concentrations donc très basses. La présentation va regarder 6 éléments. Je vais d'abord expliquer c'est quoi un micropolluant, comment est-ce qu'on peut le détecter à ces faibles concentrations, est-ce qu'on est vraiment capable de mesurer des micropolluants, et la réponse va être oui. Quels sont les effets de ces micropolluants? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur des micropolluants dans notre verre d'eau, dans nos rivières, dans nos lacs? Est-ce que les lois qui existent, est-ce qu'ils nous protègent contre ces micropolluants, s'il y a des effets? Le traitement qu'on a maintenant, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'on est maintenant capable d'éliminer les micropolluants de nos sources d'eau? Et est-ce qu'on peut faire mieux? Ça va faire le tour. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'aspects qui entourent les micropolluants. On va aller un peu plus loin dans la partie c'est quoi. Comme j'ai dit donc, un morceau de sucre, un sachet de sucre dans le volume du stade olympique, ça donne quelle quantité, quelle concentration? C'est 1 nanogramme. C'est 10-9 grammes par litre. Si c'est tellement dilué, est-ce qu'il y a quand même des effets? On va les voir plus tard. La quantité, 1 nanogramme, c'est cette concentration, donc c'est très bas. Mais quand on regarde le nombre de molécules, et puis il y a peut-être des chimistes dans la salle qui vont connaître le nombre d'Avogadro, ils vont peut-être voir là le 6.02, qui est là, mais c'est 6000 milliards de molécules par litre. Donc c'est clair qu'il y a des molécules, il y a des micropolluants qui sont là, qui peuvent avoir un effet, même si la concentration est très basse, 1 nanogramme par litre. C'est quoi les micropolluants qu'on trouve dans notre environnement? Les plus connus, je crois, parce que ça existe depuis longtemps, c'est les métaux lourds. Le zinc, le cuivre et le chrome qui viennent des pneus sur nos routes. Des pièces de voiture qu'on va trouver des petits morceaux ici et là, du plomb et du cadmium. Dans les toitures, on voit le manège militaire, le cuivre, le zinc. On va trouver ça sur les rues, dans le ruissellement de l'eau qui va arriver finalement dans nos rivières. D'autres micropolluants, c'est des produits pharmaceutiques, des médicaments et de soins personnels, ce qu'on utilise dans la douche. Les médicaments, par exemple, sont des antibiotiques, des bêta-bloqueurs, des antidépresseurs.
Et j'ai toujours demandé que ça bouge, mais ça ne bouge pas. On a aussi des perturbateurs endocriniens. Un mot compliqué pour dire des médicaments, des produits chimiques qui peuvent perturber notre système hormonal. Plusieurs endroits dans notre corps. Exemple, c'est les hormones qu'on produit nous-mêmes, qu'on va excréter, qui vont arriver dans les égouts, qui vont arriver dans la rivière, dans le traitement d'eau usée. L'estrone, progestérone. Ou aussi les pilules contraceptives qu'on utilise, les traitements hormonaux, par exemple contre l'ostéoporose, sont des produits qui vont finalement se trouver dans les cours d'eau et avoir un effet. Autre perturbateur endocrinien qu'on trouve, c'est le bisphénol A. C'est très connu au Canada. C'est un produit chimique qu'on produit nous-mêmes, qui se trouve dans des bouteilles en polycarbonate ou des CD, sur les CD, la surface, des résines d'époxy pour les boîtes de conserve pour protéger le métal qui se trouve donc contre les légumes qui se trouvent dans les boîtes de conserve. Le problème, c'est que ce produit chimique-là, qui se trouve dans le plastique, va être extrait dans le volume d'eau, ou le liquide qui se trouve dans la conserve, et donc va se trouver là-bas. Quand on parle d'un biberon, c'est clair qu'on peut avoir donc un peu de lait, un peu de bisphénol A dans le lait. C'est pas le lait dans le bisphénol, quand même. Puis, ce qu'on a décidé, comme on a trouvé que le bisphénol A peut avoir des effets perturbateurs dans les enfants, les jeunes, on a banni au Canada en 2008. C'est le premier pays qui a banni le bisphénol A, après une étude importante d'analyse de risque. Autre source de micropolluants, c'est l'agriculture, c'est les pesticides. Et puis, on utilise des insecticides, des herbicides, des fongicides. Puis, il y a des agriculteurs qui font le travail comme il faut. Il y en a d'autres qui ont des petits problèmes de nettoyage qui fait qu'il y a un petit tuyau qui amène vers le cours d'eau ou le nettoyage de leur équipement d'ajouter les pesticides va arriver dans le cours d'eau. Donc, les concentrations peuvent être trop élevées. Comment est-ce qu'on peut détecter? Donc, on sait qu'ils sont là. Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal a fait une analyse de 199 papiers, puis pour écrire le 200e. Puis il a fait une analyse sur la qualité des antibiotiques qu'on trouve dans les analyses qu'on trouve dans la littérature et les hormones. Première chose à regarder, c'est que, juste à côté, que dans les antibiotiques, on trouve jusqu'à 800 nanogrammes par litre, c'est 10 fois moins pour les hormones. Donc les concentrations pour les hormones sont plus basses, et leur effet commence à des concentrations plus basses aussi, bien sûr. On trouve en bleu des concentrations mesurées dans les effluents de traitement d'eau usée. En rivière, en lac, on trouve des concentrations beaucoup plus basses, bien sûr, parce que c'est dilué, puis il y a une dégradation qui se fait dans les rivières aussi. Puis à Montréal, on a trouvé dans le fleuve Saint-Laurent des antibiotiques aussi. Ça se trouve là, dans les concentrations qui sont un peu moindres que la moyenne qu'on trouve dans le monde, mais c'est clair que la moyenne, il y a beaucoup de variabilité des concentrations. Pour les hormones, la même idée. Donc, on a des concentrations plus élevées dans les effluents des traitements d'eau usée. Dans les cours d'eau, on en trouve. À Montréal, c'est quand même pas si pire. Il y a quand même des défis analytiques importants. Les concentrations qu'on doit mesurer, qu'on doit détecter sont très faibles. Il faut mesurer dans des matrices complexes. Ça veut dire, quand on regarde l'eau usée, c'est un cocktail de plein de molécules, plein de produits chimiques. Et trouver là un nanogramme par litre d'un produit chimique, ce n'est pas évident. Il faut nettoyer, il faut analyser avec des équipements sophistiqués. Les autres surfaces, on croyait que ce serait mieux, mais là aussi, il y a quand même beaucoup d'autres produits qu'il faut éliminer avant qu'on puisse trouver la molécule qu'on cherche. Ce qui fait que c'est des techniques chères, il faut de la main-d'œuvre qualifiée qui doit prendre son temps pour arriver à des concentrations mesurées avec une fiabilité quand même acceptable. Mais ça avance. Donc on trouve des progrès de jour en jour. Les limites de détection sont de plus en plus faibles, donc on peut détecter des concentrations plus basses. Les méthodes sont de plus en plus précises et demandent de moins en moins de temps. On trouve maintenant des systèmes automatisés où on peut faire une centaine d'analyses par jour. Le fait que les méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées fait qu'on trouve de plus en plus de polluants. Ils étaient là déjà avant, mais on ne pouvait pas les mesurer. Donc on parle maintenant de polluants émergents. Quels sont les effets? Je crois que tout le monde est quand même un peu inquiet sur les micropolluants, donc je vais vous indiquer
qu'il y a des problèmes, mais pour l'humain, ça va quand même assez bien. Sur l'humain, on parle d'effets de métaux lourds en concentration élevée. On trouve des problèmes avec les organes vitaux. Le système nerveux peut être affecté, par exemple, par le plomb et le mercure. Pour les dérivés de pétrole, les PHA, les PCB, les dioxines, je crois que sont les mieux connus. Il y a des problèmes de cancer. Puis pour les antibiotiques, quand on les sort dans notre environnement, il y aura des bactéries qui vont devenir résistants. Puis on sait tous dans les hôpitaux qu'on a de plus en plus de problèmes avec des bactéries multirésistantes. On n'a pas une panoplie d'antibiotiques encore disponible pour attaquer les maladies qui commencent avec les bactéries, les pathogènes. Il ne faut quand même pas avoir trop peur parce que quand il y a de nouveau Sébastien Sauvé qui a calculé la chose suivante, quand quelqu'un boit l'eau du robinet, 2 litres par jour pendant 70 ans, la quantité de médicaments qui se trouvent là-dedans, ça correspond à une pilule de ce médicament. Donc, ce n'est pas si pire. Mais il faut considérer les choses suivantes. On ne connaît pas tout. On ne peut pas faire tous les tests sur les humains. On ne peut pas les mettre dans un laboratoire et faire des tests là-dessus. On ne connaît pas les effets chroniques. On ne connaît pas l'effet additif de plusieurs polluants, de plusieurs micropolluants. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un effet supérieur à la somme des deux séparés? Et donc le problème de la résistance contre les antibiotiques. Quand on regarde la faune, vous voyez immédiatement qu'il y a un problème. C'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on a fait. Il y a de la féminisation, il y a des mutations et malformations. Mais ce qu'on trouve, et aussi à Montréal, donc en aval de Montréal, on trouve des poissons mâles qui ont des ovules. Ce n'est pas prévu. Des expériences à Environnement Canada, John Perrault travaille là-dessus. Le produit EE2, c'est le produit qui se trouve dans nos pilules contraceptives. C'est très actif comme composant, c'est persistant, donc ça reste dans nos eaux. Quand on regarde dans une population normale, dans un aquarium, il y a 50% de mâles. Donc ça, c'est les références, 2 tests de référence qu'ils ont fait. Puis ils ont ajouté des concentrations de EE2 dans les aquariums, puisqu'ils ont vu, avec des concentrations en dessous de 1 nanogramme par litre, le sucre dans le stade olympique, on voit déjà un niveau de mâle significativement inférieur à 50-50. Ça va pire. Quand on est au-dessus de 1 nanogramme, on ne trouve plus de mâle. Les concentrations dans l'environnement sont plus bas que 1 nanogramme par litre, mais c'est clair qu'il y a quand on met des poissons dans l'effluent d'un traitement d'eau usée, on ne va pas avoir beaucoup de mâles. Il y a un autre effet, la bioamplification. Ce que je montre ici, c'est nous, les superprédateurs, dans une chaîne alimentaire. Les plantes, les algues, si on les met dans l'environnement, ils vont accumuler certaines concentrations de micropolluants. Ils vont être mangés par des herbivores. Il y a des poissons aussi qui vont manger les algues. Tout ce qui se trouvait dans ces algues, dans les plantes, va accumuler, peut accumuler dans les organismes qui sont plus hauts dans la chaîne. Les carnivores, premier niveau, carnivores, deuxième niveau. Et puis nous, super carnivores, super prédateurs. On sait, je crois que le monde qui est un peu intéressé dans la nature, sait que les aigles, par exemple, ont des problèmes de reproduction, dû au fait qu'il y a trop de pollution qui accumule dans leur corps. On sait aussi que quelqu'un qui a mangé trop, qui veut maigrir, qui ne doit pas faire le trop rapidement. Parce qu'il y a des micropolluants, des polluants qui vont accumuler dans sa graisse, puis ça va se libérer et on peut avoir des concentrations trop élevées dans le sang. On est des super prédateurs. Donc il y a des choses là qu'il faut être quand même conscient. Est-ce que la loi, ou les lois, plusieurs lois, est-ce qu'ils prennent la chose en main? Je vais regarder